Dominique Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du tout jeune syndicat de lutte contre les banques. Alors, pourriez-vous vous présenter déjà personnellement, expliquer votre démarche et nous présenter ce fameux syndicat de lutte contre les banques? Alors bon, moi je m'appelle Dominique Michel. Je suis un Français de base, mais un vrai quoi. J'ai rien à présenter qui soit mirobolant en termes de diplôme. Pas de HEC, pas d'ENAR, rien. Sinon, les études secondaires et une partie des études supérieures. Pourquoi le syndicat de lutte contre les banques? Parce que, au terme d'un combat assez formel que j'ai eu avec les banques, avec la finance d'une manière générale, mais pas de haut niveau, bien évidemment, je me suis aperçu qu'en définitive, c'était des véritables soldats d'un état-major politique qui est en fait au service d'une stratégie financière. Et donc, quand on fait de la politique, quand on fait du syndicalisme, on s'adresse au patron, mais en fait, le résultat est très clair, c'est qu'on n'arrive à rien. Ça fait 30 ans qu'on peut militer, ça fait 30 ans qu'on peut être dans un syndicat, et si on fait le bilan, c'est dramatique. Absolument dramatique. Le syndicalisme, dans son bilan, il peut mettre à son passif 55 millions de chômeurs, quoi. Les politiques mettent à leur passif et dans leur compte d'exploitation 1500, 1300 individus qui sont sur le carré par jour, sur le carreau par jour. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Je pense qu'on se trompe de cible. On ne peut pas lutter contre l'état-major. En revanche, c'est comme à la guerre, quoi. Le soldat, ce sont les banques qui sont au coin de nos rues, les banques dites de second rang, qui nous accordent des crédits et qui nous donnent par là même beaucoup de force. Bien qu'elles pensent que c'est elles qui gèrent et qui maîtrise la partie. C'est pas vrai. Et c'est pour ça que j'ai monté ce syndicat de lutte contre les banques, qui est un syndicat informel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'association, il n'y a pas de dépôt de statut, c'est même pas une association, une société de fait, comme on aurait pu le faire. C'est informel, c'est un mouvement, voilà, qui est né avec ce logiciel extraordinaire qu'est Facebook. Bon, par ailleurs critiquable, mais de toute façon, moi je ne juge pas, je m'en sers. Et pour l'heure, nous avons environ 1500 likers. Et vous avez lancé ce mouvement il y a combien de temps à peu près? 2 mois et demi. Donc c'est effectivement un tout jeune mouvement qui commence à peine, mais tout individu est associé au monde de la banque aujourd'hui, en tout cas à ses services, parce qu'il est contraint de par la loi. Qu'est-ce qui vous amenez, vous, à vous engager contre les banques? Est-ce que c'est un problème personnel? Est-ce que vous êtes confronté vous-même justement à des banquiers sourds et muets à vos besoins, ou au contraire qui vous ont forcé à mettre la clé sous la porte? Comment ça s'est passé? Alors bon, effectivement, moi j'ai une démarche empirique. Elle est empirique, c'est-à-dire qu'elle naît de l'expérience. Pour l'enrichir, j'ai essayé d'envoyer un petit peu du solide avec de l'analyse économique et financière, et surtout monétaire. Parce qu'en définitive, et là je pense que tout le monde s'accordera à constater, qu'on va vous parler de finance, de haute finance, on va vous parler de politique, on va vous parler de politique bancaire, mais on ne va jamais vous parler de politique monétaire. Jamais. Donc déjà, ça c'est suspect. Et c'est tellement suspect que si les gens savaient que dès lors qu'ils ont un crédit, ils sont producteurs de monnaie, les choses changent. Les choses changeraient. Et c'est précisément la réalité. C'est-à-dire que pour vous, entre guillemets, on a compliqué à l'extrême l'économie pour mieux manipuler l'opinion publique et justement les individus qui sont des créateurs de richesse, mais dont ils ne bénéficient pas, si je comprends bien. Alors oui, petite précision, ils ne sont pas créateurs de richesse, ces gens-là. Les gens qui ont un crédit auprès d'une banque de second rang, et non pas un prêt. Et vous verrez que la différence est notable, elle est même fondamentale.
Les gens qui ont un crédit auprès d'une banque, ce sont eux qui monétisent la richesse. Ainsi donc, quand Peugeot a dans son parc 3000 voitures produites par jour, par exemple, ce n'est pas une création de richesse, c'est une création potentielle de richesse. Elle n'est richesse que si, et seulement si, il y a vente de ces voitures. C'est-à-dire transformation du bien en valeur monétaire. Et généralement, à 95%, ça se fait avec un crédit. Et donc, l'ensemble des gens, parce qu'ils ont acheté un congélateur, une télé, une cuisine, une voiture ou un bien immeuble, dès lors qu'ils s'adressent à une banque, ils sont producteurs de monnaie pour la contrepartie du capital qu'ils mettent dans le circuit. Alors vous faites référence à une loi du 23 décembre 88 de titrisation des créances bancaires, justement. Oui. Pouvez-vous nous en parler un peu plus ? Voilà, dès lors que l'on a ce prérequis, à savoir que la monnaie est une dette circulante, et que nous sommes donc tous, nous, dès lors que nous avons un crédit, producteurs de monnaie, cette loi est très intéressante parce qu'elle fige un statut ce que l'on va appeler du débiteur, hein, c'est celui qui a un crédit auprès d'une banque. Elle fige ce statut dans un autre monde, c'est-à-dire qu'il devient esclave. Alors pourquoi ? Moi, je suis né en 1955. En 1926, il y a une convention à Genève qui a défini l'esclavagisme. L'esclavagisme ? L'esclavagisme. Cette définition, elle est très simple. C'est l'esclave est un individu sur lequel s'appliquent les attributs de la propriété. Et là, déjà, c'est simple, c'est tout. C'est pas les chaînes, c'est pas le manque de liberté, c'est pas la violence. Tout ça, on le sait que dans notre histoire européenne et américaine, on sait que l'esclavage, c'est aussi tout ça. Mais c'est d'abord et avant tout la traite des hommes, c'est-à-dire la vente des hommes. Or, cette loi a mis en place le grand marché financier à Paris, mais aussi à Londres, Bruxelles, Bonn à l'époque, Berlin, Rome, Madrid maintenant, Lisbonne, et la Grèce aussi, Athènes. Un grand marché financier, c'est-à-dire qu'avant il n'y avait rien. Et en 88, ils ont la communauté européenne, par une circulaire que nous avons été obligés de transposer dans notre droit national, a demandé fermement et sans contour à l'État français de mettre en place ce marché-là. Et elle a demandé à organiser les acheteurs. Hein ? Alors imaginez-vous un grand caravansérail. Mais alors, quelle est la portée pour chaque individu justement que ça attendez, j'y arrive. Donc il y a des gens qui se sont constitués en OPCVM, enfin des gens des sociétés, parce qu'il y avait de l'argent donc à placer, qui était disponible, qui attendait simplement que des intérêts à prendre. Et l'État français, dans le même parcours de cette loi, a organisé les vendeurs. Et les vendeurs, ce sont les fonds communs de créances. C'est-à-dire que l'État a fait un signe aux banques en disant « Nous allons légiférer sur le fait que maintenant, toutes les créances que vous avez à votre actif, c'est-à-dire nos dettes à nous, hein, nous, elles sont dans le passif, l'emprunteur, toutes les créances que vous avez à votre actif, eh bien maintenant vous pouvez les vendre. Et c'est très bien parce que le comité de Bâle vous demande à ce que vos fonds propres, c'est-à-dire l'argent propre des banques, fassent au moins 8% de votre actif, c'est-à-dire des créances que vous allez faire. Vous comprenez bien, et là c'est une petite parenthèse qu'il faut bien comprendre aussi, vous comprenez bien que dans cet état, les banques, si elles veulent augmenter leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire le crédit, la masse des crédits qu'elles sont capables de mener, eh bien il faut qu'elles fassent des tours de table, j'allais dire permanents, pour augmenter leurs fonds propres. Or, comme ça n'est pas possible, les banques ont toujours les mêmes fonds propres, et elles purgent l'actif pour que ça fasse toujours le ratio de Cook, ce qu'on appelle le ratio de Cook de 100, de 8%. C'est-à-dire que, si je comprends bien, elles ont 8% de capitaux physiques oui. Et 92% de titres oui. Qu'elles s'échangent et qui créeraient cette fameuse richesse, en fait, alors. Ah non, c'est pas de la richesse. La richesse, elle est déjà créée puisque
La somme des crédits présents dans les actifs des banques, de toutes les banques de France, sont compulsés tous les mois et envoyés à la Banque de France. Et la Banque de France donne en fait la masse monétaire présente. À l'heure actuelle, elle est de 1150 milliards d'euros. C'est-à-dire 1150 milliards d'euros de crédit auprès des ménages et des particuliers. Hein, c'est bien de ça dont on parle. Hein. Ce n'est pas les entreprises. Les particuliers ont des crédits. Les entreprises ont des prêts. C'est un marché d'une valeur de 1150 milliards. Il y a 1150 milliards d'euros. Donc les banques, pour qu'elles puissent augmenter leurs affaires, normalement, et avant 88, elles devaient augmenter leurs fonds propres, hein, pour satisfaire le ratio de Cook, 8%. Et maintenant, après 88, et maintenant bien sûr, et encore pire maintenant, elles vendent des créances. Donc on a toujours le même ratio. C'est-à-dire que si je comprends bien, moi en tant qu'emprunteur, imaginons pour acheter une maison, je souscris auprès d'un organisme bancaire ou financier un prêt. Oui. Un crédit. Ce crédit peut être revendu par cet organisme financier à n'importe quel organisme financier, sans que je sois informé. Absolument. C'est là la grande... alors je ne veux pas dire le complot, parce que mine de rien... le complot, c'est quelque chose de secret, hein, et là, c'est très très secret. Et l'article 1690 du Code civil qui dit que le cessionnaire d'une créance doit informer le débiteur. Alors là, on parle peut-être de barreaux de chaise, de voitures d'occasion ou de fenêtres, hein, de la fabrication. C'est ce qui a formé l'affacturage, hein, pour permettre aux entreprises d'avoir une trésorerie immédiate. Hein. La facture qui va être payée par exemple à 60 jours fin de mois, eh bien, on s'adresse à une société de l'affacturage, et l'affacturage, la société paye 86% de la valeur de la facture, endosse sur elle le risque de ne pas être payé derrière, mais elle le mutualise par diverses entreprises de divers secteurs qui font la même chose. Mais là, on parle de banque. Une banque, ce n'est pas une entreprise comme une autre. Sa matière première, c'est un pouvoir régalien que lui a donné l'État. Pouvoir régalien qui lui donne l'autorisation de créer la monnaie ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Donc c'est une entreprise qui est absolument hors catégorie. Oui, c'est même plus l'État qui frappe monnaie aujourd'hui, de toute façon. Plus du tout. Hors catégorie, et c'est bien hors catégorie puisque le plan comptable d'une banque n'est pas du tout le même que le plan comptable d'une entreprise. Donc, à partir du moment où elles vendent des actifs, elles vendent le produit d'un droit qui est en fait un droit inaliénable. Et c'est là où on rentre un peu dans le détail. Quand vous avez un besoin de financement et que vous allez voir une banque, la banque va vous l'accorder à certaines conditions. Et ces conditions-là sont absolument personnelles. Si vous avez un CDI, si vous avez des hypothèques à fournir des parents, le niveau de vie, le niveau de vie, et puis la santé aussi. Hein. C'est pas rare quand même qu'on vous fasse passer chez le médecin. Donc c'est un droit attaché spécifiquement à la personne. Or, un droit attaché spécifiquement à la personne, constitutionnellement, c'est un droit inaliénable. Et l'inaliénabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est invendable. Ça ne veut dire que ça. D'où le lien avec la Convention de Genève de 1926. Un individu sur lequel s'applique le droit de propriété, c'est-à-dire l'usus, le fructus et l'abusus. L'abusus étant la capacité de détruire le bien, c'est-à-dire l'individu, hein, ou de le vendre, eh bien, c'est en contradiction avec la Constitution. Donc déjà, cette loi est inconstitutionnelle. Mais bien évidemment, moi, j'ai fait un recours avec une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité ad hoc, hein, à l'intérieur d'une instruction judiciaire. Ça n'a pas été lié très loin, hein, ça s'est arrêté au premier juge qui a peut-être compris que j'étais un huluberlu, hein, de raconter que
j'étais peut-être susceptible d'être vendu à un fonds de pension américain et que, ayant peut-être, et entre guillemets, c'est ce qui n'est pas vrai, mais peut-être, hein, ayant emprunté 100 000 euros, je rembourse à la banque 180 000 euros et que 80 000 euros sur 20 ans, et que ces 80 000 euros enrichissent gratuitement, c'est-à-dire sur mon travail, c'est-à-dire 2 heures par jour. Ça représente 2 heures par jour sur 20 ans, cette histoire. Eh bien, je les donne tranquillement à un Américain ou à un Anglais ou à un Australien ou à un Sarkozy ou à une Belkacem qui a souscrit une assurance vie avec des pensions. Je leur donne ça, quoi. Simplement. Et ça, c'est inadmissible. D'une part, c'est inadmissible parce que on m'a vendu, moi. D'autre part, bien évidemment, si le crédit n'était pas doté d'un intérêt et fiché d'un intérêt, la chose ne serait pas possible. Alors là, c'est vrai que les banques ont mauvaise presse. Les individus se rendent compte que la plupart des marchés des taux sont trafiqués par un petit nombre de décideurs qui imposent d'une certaine manière la valeur des taux. On se rend compte que les contrats sont souvent léonins, c'est toujours la banque qui décide quand elle arrête ou accorde d'une certaine manière son service, qu'aujourd'hui la plupart que l'Union européenne sera plutôt dirigée par des banquiers que par des politiques. On se rappelle que Mario Draghi a été nommé pour pouvoir diriger entre guillemets l'Italie, alors qu'il n'était nommé par aucun électeur italien. Enfin, on pourrait multiplier comme ça justement le pouvoir de la banque. Quelles sont les solutions que vous envisagez, vous, grâce à ce syndicat? Parce que lutter, c'est bien, vaincre, c'est quand même l'objectif, non? Oui, bien sûr. Ah, non, mais on est bien d'accord. Et c'est là où il faut qu'on fasse référence, si vous le voulez bien, à l'efficacité et puis à l'engagement. C'est tout le danger d'Internet. On pense agir parce qu'on fait un clic en disant bah oui, j'aime bien où je vais venir, hein. Et en définitive, ce n'est qu'une intention. Et l'intention n'est pas morale, parce que la morale, c'est l'action. Alors on peut juger l'action, mais l'intention, on ne peut pas la juger. Donc c'est le danger. Le danger d'Internet, il est là. Il est de savoir quelle est la qualité des individus qui vont pouvoir s'engager dans un processus de lutte particulièrement sophistiqué pour obtenir l'abrogation d'une loi qui est le nœud central, cérébral et nerveux du système. Si nous obtenons l'abrogation de la loi, de cette loi-là, nous mettons en bas le système financier et bancaire. Et vous pensez que chacun d'entre nous est capable aujourd'hui? Absolument. Comment? Alors la force que nous possédons, ça n'est pas une force, c'est une arme. Ce sont nos crédits. Le rapport que l'on a avec une banque, si elle n'est pour nous qu'une banque de dépôt, nous n'avons pas d'arme. Nous ne pouvons rien faire. En revanche, si nous avons un crédit, là tout change. Elles croient, les banques, qu'elles nous maîtrisent, mais en définitive, potentiellement, c'est nous qui les maîtrisons. Alors, au syndicat de lutte contre les banques, pardon, on propose plusieurs possibilités de lutte. Et je pense qu'on va ça peut se discuter, bien évidemment, hein, pour ça, il faudrait qu'on se réunisse et que ça fonctionne, et qu'il y ait des bonnes volontés qui puissent se mettre à leur disposition leur capacité d'agir. Mais en termes d'action, on peut déclarer une grève, un préavis de grève des remboursements de crédit. On peut décider par exemple que si le moratoire que l'on propose, parce que entre l'action et aujourd'hui, entre aujourd'hui et l'action, il faut laisser une porte de sortie au pouvoir pour qu'il puisse se positionner. Et je pense qu'il ne le fera jamais. D'autant que ce que l'on demande en termes de moratoire, c'est quand même simple et c'est quand même possible. Alors, je vous le dis 2 secondes. Hein. Remboursement total des intérêts des prêts étudiants sur la période rétroactive de 10%. Il est inadmissible que dans une république, en 1800 et quelques, on ait un ferry qui puisse déclarer l'école gratuite, et que plus de 100 ans plus tard, on n'a pas compris que les étudiants, même en études supérieures, doivent avoir accès à une école, à des études gratuites.
Là, on fait fonctionner, bien sûr, le système financier avec des intérêts à la clé, en leur disant que de toutes les manières, vous avez une capacité d'épargne telle, puisque vous faites des épargnes, des études, que vous allez forcément nous rembourser. Déjà là... En fait, on crée des emprunteurs depuis le plus jeune âge, d'une certaine manière, pour les obliger dans un moule, voilà, et qui les rend dépendants d'un système voilà, bancaire et financier. Voilà. Et dont la créance, côté banque, du crédit, sera titrisée. Ouais. C'est-à-dire que déjà, on va vendre les étudiants, quoi, hein. Alors, remboursement de ces intérêts, là, ça c'est clair. Le gel de toutes les instructions judiciaires relatives aux défaillances et remboursements de crédit des particuliers et des ménages. Ça, c'est l'autre côté de la face de cette loi de 1988. On va y revenir pour conclure de toute façon. Hein. D'accord, mais je pense que ça, il faut que je le dise. À partir du moment, mais ça il faut bien le comprendre, à partir du moment où une créance sort de l'actif d'une banque, la banque détruit la monnaie. C'est-à-dire c'est-à-dire que comme le crédit est la source de la création monétaire, l'image de cette création monétaire se trouve dans la représentation de la créance qui se trouve dans l'actif de la banque. Imaginez, vous êtes un individu, tiens, vous êtes mon fils. Je pars à l'étranger, je reviens et vous m'apprenez que vous avez acheté une maison 100 000 euros. Pardon. J'ai dit ouais, bon, d'accord, et t'as fait quoi, t'as fait comment pour payer? Voilà, j'étais à voir un notaire, un besoin de financement auprès de ma banque aussi, et ma banque m'a prêté, m'a fait un crédit de 100 000 euros. Quand vous avez fait ce crédit-là, vous avez créé 100 000 euros, vous et la banque. Parce que la banque est une matrice de création monétaire. Et il lui faut un besoin de financement pour que la monnaie se crée. Vous, en l'occurrence. Donc vous avez créé ces 100 000 euros qui sont allés chez le notaire, chez le notaire, chez le propriétaire. Le propriétaire avait une voiture à acheter, il a acheté voilà, et l'argent est parti dans le circuit. Voilà. Vous avez créé 100 000 euros. Et moi je vous dis, écoute, c'est stupide, tu as emprunté à 5%, moi je te prête l'argent que j'ai là sous ma main. Le prêt, étymologiquement, c'est avoir sous la main. Je te prête les 100 000 euros à 2%. Et je te fais un chèque. Je te fais un chèque de 100 000 euros, tu prends ce chèque, tu vas à la banque et tu demandes de rembourser le prêt. Eh bien, quand la créance disparaît avec ces 100 000 euros, eh bien, l'argent que vous avez créé, vous, en tant que débiteur de la banque, eh bien, elle disparaît. L'argent disparaît, tout bonnement. Et quel est, brièvement, on va dire, l'intérêt ou le problème que ça présentera pour la banque? Le fait sûrement que le prêt n'existe plus en soi? Il n'y a pas de... Sauf à ce qu'elle est vendue tout de suite ou au préalable, parce qu'elle peut vendre aussi des créances qui n'existent pas encore. Hein. Donc ça, c'est... oui, c'est encore la haute finance. Hein. C'est la spéculation là-dessus. Hein. Rien. Elle ne va pas encaisser elle ne va pas encaisser, comment dirais-je, de perte ou d'intérêt. Non, rien du tout. Elle va être contente parce qu'elle sait que vous avez un bien qui vaut 500 000 euros et elle peut peut-être plus tard vous demander une hypothèque sur un prêt de 300 000 que vous allez faire. D'accord. Hein? Alors après, on en revient au moratoire. Suspension de toutes les décisions judiciaires relatives aux défaillances de remboursement et de crédit des particuliers et des ménages. Hein? Effacement de tous les contenus des fichiers Banque de France, ça c'est clair. Interdit bancaire, incident de crédit, surendettement. Le surendettement, c'est quand même 10 ans de fichage quand même. Hein. Consolidation des découvertes bancaires maximum accordées au cours des 3 dernières années, sans retour positif obligatoire, c'est-à-dire que celui qui précisément a un besoin de financement et de trésorerie particulier, hein, j'entends, je ne parle pas des entreprises, là, je parle des ménages et des particuliers. Il n'y a aucune raison que la banque le jette, hein, parce qu'il n'a pas, pour 1 euro ou 10 euros, couvert son découvert au bout d'un mois. Donc déjà, ça il faut le supprimer. Et démission de leur mandat, et ça c'est bien plus politique, hein, démission de leur mandat actuel de tous les hommes et les femmes politiques élus de la 9e législature, sénateurs et députés compris, ayant voté la loi du 23 décembre 1988. Bien évidemment, ces gens-là ont remis, comme Napoléon en 1802 ou 1803, me semble-t-il, le code noir en place. Hein, alors que Schœlcher est passé par là.
alors qu'on a voté et qu'on a adhéré à la Convention de Genève de 26. Il est inadmissible que ces gens-là puissent rester au pouvoir. Alors c'est une belle transition parce que justement je voulais revenir sur cette fameuse loi du 23 décembre 88 brièvement. Vous avez engagé un combat personnel et syndical contre le système bancaire, mais aussi un engagement politique, puisque là vous avez quand même précisément nommé, enfin pas dans le cadre d'entretien, mais vous m'aviez expliqué, vous visez précisément le président de la République actuelle, François Hollande, dans votre combat politique aujourd'hui, si je comprends bien. Pourquoi ? Oui, eh bien parce que c'est un personnage clé de cette loi. Par opportunisme, hein. Je ne juge pas son action comme ça, et je le dis par opportunisme, il s'est présenté comme étant le président de la commission paritaire mixte, la commission mixte paritaire, entre le Sénat et l'Assemblée nationale pour finaliser le texte de cette loi-là. Donc il porte une responsabilité par sa synthèse. Hein. Il l'a bien analysé, ce texte. Il a bien su ce qu'il contenait, quelles étaient les conséquences. Savez-vous quand même qu'à l'heure actuelle, la destruction monétaire, c'est-à-dire la somme des titrisations des créances bancaires à l'heure actuelle, représente 450 milliards d'euros. Donc au lieu d'avoir peut-être 5 litres de sang dans notre corps, nous n'en avons plus que 3 litres. Voilà pourquoi l'économie ne marche pas. Partout vous entendez « Ah, il manque d'argent ». Mais oui, il manque de l'argent. C'est pas qu'il y ait beaucoup de riches ou beaucoup plus de riches. À la limite, ceux-là, ils ont toujours existé. Sauf que maintenant, il y a une capacité d'échange qui est amoindrie précisément parce que le moyen de cette capacité a diminué. Si on remettait en branle, si on obligeait les banques, par exemple, à mettre leurs créances les banques sont l'interface, en fait, entre les acheteurs et les débiteurs. Elles sont l'interface visible. C'est-à-dire que si vous ne remboursez pas, que la créance soit vendue ou pas, c'est la banque qui vous attaque. Donc elles sont l'interface. Si on demandait à ces interfaces-là de mettre toutes les créances, de payer toutes les créances qu'elles payent normalement à leurs acheteurs à la Banque de France, à l'actif de la Banque de France, il y aurait une créance globale de 450 milliards d'euros, et au passif, il y aurait un compte français de 450 milliards d'euros en liquide. Voilà le problème. Donc cet individu-là, il sait très bien et fort bien ce qu'il a fait en 88, ce qu'il a soutenu, ce qu'il a défendu. Et autour de lui, il n'y avait pas que M. Hollande. Ah non, alors là, il y a toute une ribambelle. C'est très étonnant. Il y a Mme Boutin, par exemple, il y a Ségolène Royal, il y a M. Le Foll, il y a M. Sarkozy, Fillon, Juppé, il y a M. Bayrou. Tous les gens que vous voyez à l'heure actuelle en politique ont commencé leur carrière politique pour 80% d'entre eux en 1988 et a voté cette loi le 23 décembre en catémini, c'est à la veille de Noël, et c'est sorti le 31 décembre au journal officiel, donc à la veille du jour de l'an. Qui va s'amuser à lire le journal officiel le 31 décembre. C'est-à-dire que donc les Français sont devenus des esclaves du monde financier malgré eux, en catimini, en 88, oui. Et qu'aujourd'hui vous leur apportez déjà l'information, oui. Ils étaient conscients effectivement de leur situation, et éventuellement des possibilités de s'affranchir de cet esclavagisme. Bien sûr. Il faut se confronter aux banques, il faut leur dire, par exemple, à partir de telle date, nous ne rembourserons plus les créances. Est-ce qu'on peut encore se permettre aujourd'hui justement de ne plus rembourser puisqu'on a tellement besoin Qu'est-ce qu'on fait de cette créance, cher ami, à chaque fois qu'on ne rembourse pas de créance, on ne détruit pas l'argent. C'est un moindre mal pour l'économie. Quand vous remboursez une créance, un emprunt, un crédit, vous détruisez l'argent, c'est-à-dire la part du capital que vous remboursez est détruite. Et vous donnez l'intérêt non plus aux banques, mais à des fonds de pension anglo-saxons ou à des assurances-vie pour nos très chers politiques qui en sont bardés, par exemple, bien d'autres aussi. Donc, il n'y a aucune raison d'avoir peur. C'est nous qui menons la danse. C'est nous qui avons la capacité, à travers notre prise de conscience et notre volonté, de dire non. Alors, avant, on sortait les fourches, les bâtons et les fléaux. Maintenant, il s'agit simplement de prendre Internet, d'ouvrir un compte ailleurs, et de virer notre argent sur un autre. C'est-à-dire que vous voulez en fait inverser, pour conclure, je comprends bien le processus,
On ne vendra plus à notre corps défendant le crédit sur lequel qui repose sur nos épaules. C'est nous qui avons décidé quelque part de notre créancier. Absolument. Et ça c'est le deuxième point. On est fort capable de vendre notre dette. C'est-à-dire que oui, absolument, si on prouve ou si on a un crédit où on paye 5% d'intérêt, il nous est quand même encore attribué la liberté de pouvoir le vendre à un individu qui a des capitaux ou à un pays qui a des capitaux et qui veulent encaisser 2% d'intérêt, qui veulent 2% d'intérêt. Pour conclure, M. Michel, que diriez-vous à ces Français justement et à tous ceux qui nous regardent, qui ne sont pas regardés qu'en France? Moi, je leur dirais qu'une seule chose. Il faut être confiant dans la force que l'on représente. On est fort d'une arme de destruction massive. C'est vrai. Tous les 1 500 000 individus qui ne peuvent pas payer leur crédit, c'est normal, parce que il y a 450 milliards d'euros qui ont été détruits, pas dans les comptes, dans les îles Caïmans. Ils ont été tout bonnement détruits. Et donc, si nous prenons conscience que notre crédit, c'est notre force, eh bien, nous allons dire aux banques, et nous allons lancer un préavis de grève des remboursements bancaires. Et si ça ne suffit pas, eh bien, on vendra à un pays particulier, on ne sait pas, on va ouvrir un marché, nouveau, et on vendra nos dettes. Donc, un nouveau levier pour faire basculer éventuellement le monde bancaire. Le monde bancaire, ce sont des soldats, comme je disais tout à l'heure, donc il faut leur tirer dessus. Et si on gagne, parce que si on gagne cette bataille, forcément l'état-major signera la défaite, immanquablement. Ça n'est pas possible autrement. Cette loi du 23 décembre 1988 est une loi satanique. Bon, il faut le comprendre. Dominique Michel, merci pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Et à bientôt sur Facebook.